Je venais de réussir à m'installer sur le beaupré quand le petit phoque s'est dégonflé, puis rempli de l'autre côté en claquant comme un coup de feu. La goélette a tremblé jusqu'à la quille sous le choc. À l'instant suivant, comme les autres voiles portaient toujours, le phoque s'est dégonflé de nouveau pour finir par pendre mollement. La secousse m'avait presque jeté à la mer. Du coup, je me suis hâté de ramper vers l'arrière du beaupré et de rouler la tête la première sur le pont. Je me trouvais du côté soulevant du gaillard d'avant, et la grand voile qui portait encore me cachait une partie du pont arrière. Je ne voyais pas âme qui vive. Le plancher, qui n'avait pas été frotté depuis la mutinerie, portait de nombreuses traces de pas, et une bouteille vide, le goulot brisé, roulait de ci de là comme un être vivant. Soudain, l'Hispaniola s'est mise vent debout. Les phoques ont claqué bruyamment derrière moi. Le gouvernail s'est rabattu. Le bateau tout entier s'est soulevé en frémissant de manière effrayante. Et au même moment, la baume de grand voile a basculé, les écoutes grognant dans les poulies, ce qui m'a découvert le pont arrière sous le vent. Les deux gardiens étaient là, pas de doute. Bonnet rouge sur le dos, aussi raide qu'un levier de marine, les bras étendus comme ceux d'un crucifix, ses lèvres écartées découvrant ses dents. Israel Hands, adossé au bastingage, le menton sur la poitrine, les mains ouvertes devant lui sur le pont, le visage aussi blanc sous son hâle qu'une chandelle de suif. Pendant un moment, la goélette a rué et fait des écarts comme un cheval vicieux, les voiles se gonflant tantôt sur un bord, tantôt sur l'autre, la baume se balançant sans cesse au point que le mât gémissait sous la contrainte. De manière répétée, des volées d'embrun bondissaient par-dessus le bastingage et l'étrave heurtait lourdement une vague. Ce grand vaisseau gréé avait beaucoup plus de mal à tenir la mer que mon coracle, bricolé et bancal, parti maintenant au fond de l'océan. À chaque soubresaut de la goélette, Bonnet Rouge glissait d'un côté à l'autre, mais, spectacle affreux, ce traitement brutal ne modifiait ni son attitude, ni le sourire figé qui révélait ses dents. À chaque saut de même, Hans semblait s'enfoncer encore un peu plus en lui-même et s'affaisser sur le pont, ses pieds glissant plus loin et tout son corps s'inclinant vers la poupe, de sorte que son visage disparaissait peu à peu et qu'à la fin, je ne voyais que ses oreilles et le bout effiloché d'une de ses moustaches. En même temps, j'observais autour d'eux des flaques de sang noir sur les planches et j'étais de plus en plus convaincu qu'ils s'étaient entretués dans leur fureur d'ivrogne. Tandis que je regardais et m'interrogeais ainsi, le navire étant immobile pendant une accalmie, Israël s'est retourné en partie et, avec un gémissement sourd, s'est tortillé pour se remettre dans la position qu'il occupait quand je l'avais découvert. Le gémissement, qui disait la douleur et une faiblesse mortelle, et la manière dont sa mâchoire pendait ouverte sur sa poitrine, me sont allés droit au cœur. Mais quand je me suis rappelé la conversation que j'avais entendue depuis le tonneau de pommes, toute pitié m'a abandonné. J'ai marché vers l'arrière jusqu'au pied du grand mât. « Montez à bord, monsieur Hans !» ai-je déclaré ironiquement. Il a roulé des yeux dans ma direction, non sans mal, mais il était trop diminué pour exprimer la surprise. Il a seulement réussi à prononcer « Oh, eau de vie !» J'ai pensé que je n'avais pas de temps à perdre, et esquivant la baume au moment où elle balayait le pont une fois de plus, je me suis précipité à l'arrière et en bas de l'escalier menant à la cabine. Vous ne sauriez imaginer le désordre qui y régnait. Tous les meubles fermant à clé avaient été forcés à la recherche de la carte. Une épaisse couche de boue couvrait le parquet, sur lequel les bandits s'étaient assis pour boire ou discuter après avoir pataugé dans les marais. Des traces de mains sales maculaient les cloisons blanches aux moulures dorées. Des douzaines de bouteilles vides s'entrechoquaient dans les coins au rythme du roulis. Un livre de médecine du docteur était ouvert sur la table, la moitié des pages ayant été arrachées, sans doute pour allumer les pipes. Au milieu de tout cela, la lampe diffusait encore une lueur fumeuse, aussi sombre et brune que l'acajou. Je suis descendu dans la cale, tous les tonneaux avaient disparu, et une proportion étonnante des bouteilles avait été bues ou jetées. Il est certain que, depuis la mutinerie, pas un des hommes n'avait jamais été sobre. En fouillant partout, j'ai trouvé une bouteille contenant un fond d'eau-de-vie pour Hans, et pour moi-même, j'ai déniché quelques biscuits, des fruits de conserve, une grande quantité de raisins secs et un morceau de fromage. Je suis remonté sur le pont, et entreposé mes propres provisions derrière la barre, et, passant au large du chef de chaloupe, suis allé à l'avant jusqu'au tonnelet d'eau, et bu une bonne rasade d'eau, et alors,
seulement alors, et donner à Hans l'eau de vie. Il en a bien bu un quart de pinte avant de retirer la bouteille de sa bouche. « Oh, tonnerre !» dit-il. « Ben, que j'avais besoin de ça !» J'étais déjà assis dans mon coin et avait commencé à manger. « Gravement blessé ?» lui ai-je demandé. Il a grogné, ou dirais-je plutôt aboyé. « Si ce docteur était à bord, j'irais mieux en moins de 2. Mais j'ai jamais eu de chance, tu vois. C'est ce qui me pourrit la vie. Quant à ce balai de pont, a-t-il poursuivi en montrant l'homme au bonnet rouge. Les morts pour de bon, ça ouais. C'était pas un marin de toute façon. Et d'où ce que tu pourrais sortir, toi? Eh bien, je suis monté à bord pour prendre possession de ce navire, Mr. Hans. Et je vous prie de me considérer comme votre capitaine jusqu'à nouvel ordre. Il m'a jeté un regard peu aimable, mais n'a rien dit. Si ses joues avaient repris un peu de couleur, il paraissait toujours très malade et continuait de glisser et de s'affaisser à chaque embardée. Au fait, ai-je continué, je ne peux pas naviguer sous ces couleurs, Mr. Hans, et avec votre permission, je vais les amener. Mieux vaut pas de pavillon du tout que celui-là. Esquivant de nouveau la baume, j'ai couru aux étais de pavillon et amené leur maudit drapeau noir et les jeter par-dessus bord. « God save the King !» dis-je en agitant mon bonnet. « Et c'en est fini du capitaine Silver !» Il posait sur moi un regard attentif et rusé, son menton tombant toujours sur sa poitrine. « Je suppose, dit-il enfin, je suppose, Captain Hawkins, que vous voudrez peut-être aller à terre maintenant. Si que nous parlerions. » Mais comment ? Très volontiers, Mr. Hans. Dites. Et j'ai repris mon repas de fort bon appétit. Cet homme, a-t-il commencé, désignant le cadavre d'un faible mouvement de tête. O'Brien serait son nom. Un Irlandien pourri. Cet homme et moi qu'on a mis la toile pour de ramener le navire au mouillage. Alors les morts maintenant, c'est sûr. Aussi mort que l'autre fond de cale. Et qui va barrer cette goélette? Je vois pas. Si que je te refile pas des tuyaux, t'es pas l'homme pour, je dirais. Alors écoute, tu me donnes à boire et à manger, et un vieux foulard ou mouchoir pour embander ma coupure, tu fais ça. Et moi, je te dis comment la barrer. C'est honnête comme marché, moi je trouve. Je dois préciser une chose. Je ne retourne pas au mouillage du capitaine Kidd. J'ai l'intention d'entrer dans la crique du Nord et de l'échouer là en douceur. Sûr que tu ferais ça? Que je suis pas un satané marin d'eau douce quand même. Je peux voir les choses, non? J'ai tenté mon coup, je l'ai tenté, et j'ai perdu. Et je suis sous ton vent. Crique du Nord, hein? Que j'ai pas le choix, moi, non? Je t'aiderai à la barrer jusqu'au quai des Potences, tonnerre. Ouais, je le ferai. Eh bien, tout cela m'a semblé plutôt raisonnable. Nous avons conclu notre accord sur le champ. En 3 minutes, je menais l'Hispaniola vent arrière le long de la côte de l'île au Trésor, ayant bon espoir de passer la pointe nord avant midi et de louvoyer jusqu'à la crique nord avant la marée haute, afin de l'échouer en toute sécurité et d'attendre que la marée redescende pour débarquer. J'ai alors attaché la barre et suis redescendu prendre dans mon propre coffre un mouchoir de soie que ma mère m'avait donné. Hans l'a utilisé, avec mon aide, pour bander la grande plaie sanglante qu'il avait à la cuisse. Après avoir mangé un peu et avalé 1 ou 2 gorgées de plus d'eau de vie, il a visiblement commencé à se remettre, s'est assis plus droit, a parlé plus fort et plus clairement, et a paru devenir en toute chose un autre homme. La brise nous servait admirablement. Elle nous poussait si bien que nous volions au ras de l'eau comme un oiseau, la côte de l'île défilant à la vitesse de l'éclair et le paysage changeant à chaque minute. Bientôt, nous avons dépassé les hautes terres et avons filé le long d'un pays bas et sablonneux, parsemé de pins rabougris, que nous avons dépassé à son tour pour doubler la colline rocheuse qui marque l'extrémité nord de l'île.
Mon nouveau commandement me comblait de joie. Le temps clair et ensoleillé, les perspectives variées de la côte ajoutaient à mon plaisir. Je possédais maintenant de l'eau douce en abondance et de bonnes choses à manger. Ma conscience, qui m'avait reproché vivement ma désertion, était apaisée par la merveilleuse conquête que j'avais effectuée. Mon bonheur aurait été parfait, je pense, s'il n'avait pas été troublé par le regard ironique avec lequel le chef de chaloupe suivait mes mouvements sur le pont, et par le sourire étrange figé sur son visage. C'était un sourire empreint de douleur et de faiblesse, un sourire de vieillard hagard, mais il y avait en outre un grain de dérision, une ombre de traîtrise dans son expression alors qu'il m'observait sournoisement, et m'observait encore, et m'observait toujours à mon travail. Le vent, obéissant à nos désirs, soufflait maintenant vers l'ouest. Nous pouvions ainsi beaucoup plus facilement descendre du coin nord-est de l'île à l'embouchure de la crique du nord. Néanmoins, comme nous n'avions plus d'ancre et n'osions pas nous échouer tant que la marée n'avait pas monté beaucoup plus haut, nous avions du temps devant nous. Le chef de chaloupe m'a dit comment mettre le navire à la cape. Après un bon nombre d'essais, j'ai réussi et nous avons partagé un autre repas en silence. Cap'n, A-t-il dit enfin avec ce même sourire inquiétant. v'là mon vieux camarade, O'Brien. Si que vous le jetiez par-dessus bord. Je suis pas regardant en général, et je me reproche pas de lui avoir réglé son compte, mais je le trouve pas très décoratif, hein? Qu'en dites-vous? Je ne suis pas assez fort, et ce travail ne me plaît pas. Pour moi, il reste là. Ça, c'est un navire de malheur. Cette Hispaniola, Jim. A-t-il poursuivi en clignant des yeux. Il y en a des hommes qui ont été tués sur cette Hispaniola. Un tas de pauvres matelots, morts et disparus depuis qu'on a embarqué à Bristol, toi et moi. J'ai jamais vu une telle poisse, moi. Il y avait cet O'Brien, là, bon. Il est mort, non? Ben alors, je suis pas savant. Et toi, t'es un gars que tu sais lire et calculer. Donc, pour dire les choses franchement, tu crois qu'un homme l'est mort pour de bon? Ou qu'il revit de nouveau? Vous pouvez tuer le corps, Mr. Hans, mais pas l'esprit, vous devez savoir ça. O'Brien est dans un autre monde, d'où il nous observe peut-être. Ah, ben c'est malheureux. Ce serait comme si qu'on perdrait son temps à tuer les gens. N'empêche, les esprits comptent pas lourd, à ce que j'en ai vu. Je tente ma chance avec les esprits, Jim. Et maintenant, t'as parlé ce que tu voulais, et je trouverais aimable si tu descendais dans cette cabine-là et me ramènerais casse ma carcasse, le nom me revient pas. Bon, tu me ramènes une bouteille de vin, Jim. Cette eau de vie est trop forte pour ma fiole. À vrai dire, l'hésitation du chef de chaloupe ne m'a pas paru naturelle. Quant à l'idée qu'il ait préféré le vin à l'eau de vie, je n'y ai pas cru un seul instant. Toute l'histoire n'était qu'un prétexte. Il voulait me voir quitter le pont, c'était évident. Mais dans quel but? Je n'arrivais pas à l'imaginer. Son regard évitait le mien. Il s'égarait ici et là, en haut et en bas, tantôt se perdant dans le ciel, tantôt se posant brièvement sur le défunt O'Brien. Pendant tout ce temps, il continuait de sourire et sortait la langue d'un air si gêné et coupable qu'un enfant aurait pu dire qu'il préparait quelque perfidie. Je lui ai répondu promptement pourtant,
car je voyais que je saurais tirer avantage de la situation, et qu'avec un bonhomme si profondément stupide, je pouvais facilement cacher mes soupçons jusqu'au bout. « Un peu de vin ?» Et je dis « C'est bien mieux. Voulez-vous du rouge ou du blanc ?» Ben, je dis que c'est peu près sacrément pareil pour moi, camarade. Pourvu qu'il y en ait beaucoup. Et du fort, quelle différence? Très bien. Je vais vous apporter du Porto, Mr. Hans. Mais je vais devoir le dénicher. Là-dessus, je suis descendu dans la cabine le plus bruyamment possible, et ôté mes souliers, et couru en silence le long de la coursive, suis remonté par l'échelle du gaillard d'avant pour sortir ma tête par le capot de proue. Je savais qu'il ne s'attendait pas à me voir là. Pourtant, j'ai pris toutes les précautions que je pouvais. Et bien sûr, mes pires soupçons se sont vus confirmés. Il avait réussi à se mettre à quatre pattes, et si sa jambe lui faisait visiblement très mal quand il bougeait, car je l'ai entendu réprimer un cri de douleur, c'est tout de même à bonne allure qu'il s'est traîné de l'autre côté du pont. En une demi-minute, il avait atteint les dallots de bâbord et tiré d'un rouleau de corde un long couteau, ou plutôt un court poignard, teinté de sang jusqu'à la garde. Il l'a examiné un moment, avançant sa mâchoire inférieure, a essayé la pointe sur sa main, puis, se hâtant de le dissimuler dans sa veste, a rampé de nouveau jusqu'à sa place contre le bastingage. C'était tout ce que je voulais savoir. Israël pouvait se déplacer, il était maintenant armé, et s'il s'était donné tant de peine pour m'éloigner, c'est que j'étais destiné à être sa victime. Ce qu'il ferait ensuite, s'il tenterait de traverser l'île en rampant de la crique du Nord au camp dans les marais, ou bien s'il tirerait un coup de canon en espérant que ses camarades viendraient les premiers à son secours, c'est plus que je ne pouvais en dire, bien sûr. Pourtant, j'étais sûr de pouvoir lui faire confiance sur un point, car nos intérêts se rejoignaient à ce sujet. C'était le sort de la goélette. Nous désirions tous deux la voir échouer en bon état, dans un endroit abrité, de manière que, le jour venu, on puisse la remettre à flot avec aussi peu d'efforts et de risques que possible. En attendant, je considérais qu'il épargnerait certainement ma vie. Pendant que mon esprit examinait ainsi la situation sous tous les angles, mon corps n'était pas resté inactif. J'étais revenu dans la cabine, avais remis mes souliers et saisi une bouteille de vin au hasard avant de revenir sur le pont. Hans se trouvait là où je l'avais laissé, affalé comme un paquet de chiffons et les paupières closes, comme s'il était trop faible pour supporter la lumière. Il a quand même levé les yeux quand je suis arrivé, a brisé le goulot de la bouteille comme un homme qui l'a fait souvent, et a avalé une bonne rasade en portant son toast favori. « À la chance !» Il est resté tranquille un moment, puis, sortant une carotte de tabac, m'a demandé de lui en couper une chique. « Coupe-moi un bout de ça, que j'ai pas de couteau. Et pas non plus la force, si que j'en avais un. Ah, Jim. Je crois que j'ai pas viré de bord quand j'aurais dû. Que j'ai des étais qui manquent. Coupe-moi une chic. Que ce sera sûrement la dernière, mon garçon. Que je pars pour le grand voyage. Pas d'erreur. Eh bien, je vais vous couper un peu de tabac. Mais, à votre place, si je me sentais si mal, je réciterais mes prières comme un bon chrétien. Pourquoi ? Ben dis-moi pourquoi ? Pourquoi ? Me suis-je écrié ? Vous venez de m'interroger sur les morts. Vous avez renié votre parole, vous avez vécu dans le péché et le mensonge et le sang. Un homme que vous avez tué est étendu à vos pieds à cet instant même, et vous me demandez pourquoi ? Pour que Dieu vous pardonne, Mr. Hans, voilà pourquoi. J'ai parlé avec une certaine véhémence, en pensant au poignard ensanglanté qu'il avait caché à l'intérieur de sa poche dans l'intention coupable de me supprimer. De son côté, il a repris une grande lampée de vin et s'est exprimé avec une solennité singulière. Pendant 30 ans, j'ai parcouru les mers. J'ai vu du bon et du mauvais, du mieux et du pire, du beau temps et du gros, des provisions épuisées, des couteaux tirés, et quoi encore? Ben je te dis, j'ai jamais rien vu de bon venir de la bonté.
Celui qui frappe le premier, ça me botte. Un homme mort, ça mord pas. Voilà ce que je pense. Amen, ainsi soit-il. Et puis, écoute-moi, a-t-il ajouté, changeant soudain de ton. Ça suffit ces blagues. La marée a assez monté. Tu suis mes ordres, Captain Hawkins. Nous allons entrer direct et en finir. Nous n'avions plus que 2000 à parcourir, mais la navigation était délicate. L'entrée de ce mouillage au nord n'était pas seulement étroite et peu profonde, mais elle était orientée d'est en ouest, de sorte qu'il fallait manœuvrer la goélette parfaitement pour y pénétrer. Je pense que j'étais un exécutant vif et efficace, et je suis sûr et certain que Hans était un excellent pilote, car nous avons louvoyé, esquivant et rasant les bancs de sable avec une sûreté et une adresse qui faisaient plaisir à voir. À peine avions-nous franchi la passe d'entrée que les terres se sont refermées sur nous. Les rives de la crique du nord étaient boisées de manière aussi dense que celle du mouillage au sud, mais l'espace était plus allongé et plus étroit, ressemblant à ce qu'il était en réalité, l'estuaire d'une rivière. Droit devant nous, à l'extrémité sud, nous avons vu l'épave d'un navire au dernier stade du délabrement. Cela avait été un glorieux vaisseau à 3 mâts, mais il avait été exposé si longtemps aux intempéries qu'il portait de grandes dentelles d'algues ruisselantes et que des buissons terrestres avaient pris racine et fleuri sur son pont. C'était un triste spectacle, mais cela nous prouvait que le mouillage était tranquille. « Ben regarde, dit Hans, que c'est le bon coin pour déchouer un navire. Une plage de sable fin, pas une risée, des arbres tout autour, et des fleurs sur ce vieux rafio qu'on dirait un jardin. Et une fois échoué, comment le remettrons-nous à flot ? Eh, comme ça. T'amènes une amarre sur la rive de l'autre côté à marée basse, tu la passes autour d'un de ces grands pins, tu la ramènes, tu l'entoures sur le cabestan et t'attends la marée. Quand elle est haute, tous les matelots tirent l'amarre et le navire se dégage aussi doux qu'un mouton. Et maintenant, mon garçon, attention. Nous approchons du coin et nous allons trop vite. À tribord un peu. Oui. Droit devant. Tribord. Bâbord un peu. Droit devant. Droit devant. Ainsi donnait-il ses ordres que je suivais en retenant mon souffle. Jusqu'au moment où soudain, il a crié « Maintenant, mon bon, loaf !» J'ai mis la barre au vent toute, l'Hispaniola a pivoté rapidement et filé droit vers la plage boisée. Dans la fièvre de l'action, tout à ces dernières manœuvres, j'avais négligé la surveillance serrée que j'exerçais jusque-là sur le chef de chaloupe. Je restais encore tellement absorbé, attendant le moment où la goélette toucherait terre, que j'avais oublié le péril qui me menaçait et me tenais penché au-dessus du bastingage tribord à regarder les rides s'élargir sur l'eau devant l'étrave. J'aurais pu tomber sans même lutter pour ma vie si une soudaine inquiétude ne m'avait saisi et poussé à tourner la tête. Peut-être avais-je entendu un craquement, ou vu du coin de l'œil son ombre bouger. Peut-être était-ce un instinct semblable à celui d'un chat. En tout cas, quand je me suis retourné, Hans était bel et bien là, ayant déjà parcouru la moitié du chemin vers moi, le poignard dans la main droite. Nous avons dû crier tous les deux quand nos regards se sont croisés. Mais alors que mon cri était un hurlement de terreur, le sien était le mugissement furieux d'un taureau chargeant. Au même instant, il a bondi en avant et j'ai sauté de côté vers le bossoir. Ce faisant, j'ai lâché la barre qui s'est rabattue brutalement sous le vent. Je pense que cela m'a sauvé la vie, car elle a frappé Hans en travers de la poitrine, ce qui l'a arrêté net, le souffle coupé. Avant qu'il ait eu le temps de se remettre, je m'étais échappé du coin où il m'avait pris au piège et j'avais tout le pont à ma disposition. Je suis allé jusqu'au grand mât et j'ai sorti un pistolet de ma poche. Alors même qu'il avait déjà fait volte-face et avançait de nouveau droit sur moi, j'ai visé froidement et pressé la détente. Le chien s'est abattu, mais il ne s'en est ensuivi ni éclair ni détonation. L'amorce était gâtée par l'eau de mer. Je me suis maudit pour ma négligence. Pourquoi n'avais-je pas depuis longtemps réamorcé et rechargé mes seules armes ? Alors je n'aurais pas été réduit à fuir devant ce boucher comme un pauvre mouton. Il avait beau être blessé, il se déplaçait avec une rapidité merveilleuse, sa chevelure grisonnante retombant sur son visage, et son visage lui-même rendu aussi rouge qu'un pavillon rouge par sa hâte et sa fureur. Je n'avais pas eu le temps d'essayer mon autre pistolet, ni l'envie en vérité, car j'étais sûr qu'il était hors d'usage. Une chose me paraissait certaine.
je ne devais pas simplement battre en retraite devant lui, car il aurait vite fait de m'acculer à la proue comme il avait failli m'acculer à la poupe. Si je me laissais coincer de la sorte, 9 ou 10 pouces du poignard ensanglanté constitueraient ma dernière perception de ce côté-ci de l'éternité. J'ai posé mes paumes sur le grand mât, qui était d'une belle grosseur, et j'ai attendu, tout nerf tendu. Voyant que j'avais l'intention d'esquiver, il s'est arrêté aussi. Un moment ou deux se sont passés en feinte de sa part et parade appropriée de la mienne. J'avais souvent joué à ce genre de jeu chez moi, au milieu des rochers dans la crique de Black Hill. Mais jamais, vous pouvez me croire, mon cœur n'avait alors battu de manière aussi folle. C'était néanmoins, comme je l'ai dit, un jeu de gamin, et je pensais parvenir à tenir bon contre un vieux marin à la cuisse blessée. En vérité, mon courage était si bien revenu que je me suis autorisé à quelques brèves pensées quant à l'issue de l'affaire, et si je voyais que je pouvais sans doute prolonger le jeu longtemps, je n'avais aucun espoir de m'en sortir en fin de compte. Alors que les choses en étaient là, l'Espagnola a soudain touché le fond, vacillé, labouré le sable un instant, et puis, tout d'un coup, s'est couché à bâbord. Le pont était incliné à 45 degrés et un paquet d'eau a jailli par les dallots, formant une mare entre le pont et le bastingage. Nous avons tous les deux culbuté en une seconde et roulé presque ensemble jusqu'au bastingage, le corps de bonnet rouge, les bras toujours étendus, dégringolant tout raide après nous. Nous étions si proches l'un et l'autre en fait, que ma tête a cogné le pied du chef de chaloupe avec un craquement qui m'a fait grincer des dents. Malgré le choc, je me suis remis sur pied le premier, car Hans avait maille à partir avec le cadavre. En raison du brusque basculement de la goélette, on ne pouvait plus courir sur le pont. Je devais trouver un autre moyen de m'échapper, et cela tout de suite, puisque mon ennemi me touchait presque. Vif comme l'éclair, j'ai bondi dans les haubans d'artimon et grimpé à main alternée, et n'ai pas repris mon souffle avant d'être assis sur la barre de flèche. Ma rapidité m'a sauvé. Le poignard s'est planté à moins d'un demi-pied en dessous de moi pendant que je montais, et Israel Hans se tenait là, la bouche bée, le visage levé vers moi, parfaite statue de la surprise et de la déception. Maintenant que j'avais un moment à moi, je me suis hâté de changer l'amorce de mon pistolet, puis, ayant une arme prête à servir et désirant doubler mes chances, j'ai retiré la charge de l'autre et l'ai rechargé entièrement depuis le début. Ma nouvelle occupation a frappé Hans de stupeur. Il commença à voir que la chance tournait contre lui. Et après avoir hésité de manière évidente, il s'est hissé lui aussi dans les haubans, lourdement, et a commencé une lente et douloureuse ascension, le poignard entre les dents. Il lui fallait beaucoup de temps et de grognements pour monter derrière lui sa jambe blessée, et tandis que, tranquille, j'avais terminé mes préparatifs, il n'avait guère dépassé le tiers du chemin. C'est alors que je me suis adressé à lui, un pistolet dans chaque main. « Un mouvement de plus, Mr. Hans, et je vous fais sauter la cervelle !»« Un homme mort ne mord pas, vous savez !» Et j'ajoutai en ricanant. Il s'est arrêté aussitôt. Je voyais, aux crispations de son visage, qu'il tentait de réfléchir. L'exercice était si lent et laborieux que, fort de ma sécurité retrouvée, j'ai éclaté de rire. Après avoir dégluti une ou deux fois, il a enfin parlé, son visage portant toujours la même expression d'extrême perplexité. Pour parler, il devait retirer la dague de sa bouche, mais à part cela, il n'avait pas bougé. « Jim! Je dis que nous sommes embrouillés, toi et moi, et que nous faudrons signer un traité. Je t'aurais eu sans s'être embardé, mais j'ai pas jamais de chance, moi. Et je dis que je vais devoir baisser pavillon. Ce qui est dur, tu vois, d'un maître marin à un mouscaillon comme toi, Jim. » Je buvais ces paroles et souriais d'aise, aussi vaniteux qu'un coq sur un mur quand, en moins de temps qu'il n'en faut pour souffler, sa main droite est partie en arrière et quelque chose a fendu l'air en chantant comme une flèche. J'ai ressenti un choc et une douleur aiguë, et voilà que j'étais cloué au mât par l'épaule. Sous l'effet de l'affreuse souffrance et de la surprise, je ne peux pas vraiment dire que ma volonté y était pour quelque chose, et je suis sûr que je n'ai pas visé consciemment. Mes pistolets ont fait feu tous les deux et m'ont échappé des mains tous les deux.
ils ne sont pas tombés seuls. Avec un cri étouffé, le chef de chaloupe a lâché les haubans et plongé dans l'eau la tête la première. En raison de l'inclinaison du vaisseau, les mâts surplombaient l'eau. Perché sur les barres de flèche, je n'avais au-dessous de moi que la surface de la crique. Hans, qui n'avait pas grimpé si haut, se trouvait par conséquent plus près du bateau et était tombé entre le bastingage et moi. Il est remonté une fois à la surface dans un bouillonnement d'écume et de sang, et puis il a coulé de nouveau, pour de bon. Quand l'eau a retrouvé son calme, j'ai pu voir son corps recroquevillé, posé sur le sable brillant et propre à l'ombre du flanc de la goélette. Quelques poissons frétillaient le long de son cadavre. Parfois, l'eau frémissant, il semblait bouger un peu comme s'il tentait de se lever, mais il était bien mort malgré tout, à la fois percé de balles et noyé, devenu festin pour poissons à l'endroit même où il avait prévu de m'assassiner. À peine avais-je acquis cette certitude que j'ai commencé à me sentir mal, près de défaillir, et terrifié. Le sang chaud coulait sur mon dos et ma poitrine. Là où le poignard avait cloué mon épaule au mât, j'avais l'impression d'être brûlé au fer rouge. Pourtant, c'était moins cette souffrance réelle qui m'affligeait, car je pensais pouvoir la supporter sans me plaindre, que la perspective horrible de tomber de la barre de flèche dans cette paisible eau verte, à côté du cadavre du chef de chaloupe. Je m'accrochais des deux mains jusqu'à en avoir mal aux ongles, et je fermais les yeux comme pour dissimuler le danger. Peu à peu, j'ai recouvré mes esprits, mon pouls a ralenti, et retrouvé un rythme plus naturel, et je me suis senti de nouveau maître de moi. J'ai d'abord pensé arracher le poignard, mais soit il était trop bien planté, soit mes nerfs m'ont lâché. J'ai donc renoncé, secoué par un violent frisson. Chose curieuse, c'est ce frisson qui m'a tiré d'affaire. En vérité, le couteau avait été à deux doigts de me manquer. Il ne me tenait que par un petit bout de peau qui s'est déchiré sous l'effet du frisson. Le sang n'en a coulé que plus vite, bien sûr, mais j'étais libre, n'étant encore accroché au mât que par ma veste et ma chemise. Je me suis dégagé de ces dernières d'une brusque secousse, puis ai regagné le pont par les haubans de tribord. Pour rien au monde, secoué comme je l'étais, je ne me serais aventuré de nouveau sur les haubans surplombants de bâbord d'où Israël était tombé si récemment. Je suis descendu dans la cabine et j'ai fait ce que j'ai pu pour ma blessure. Elle me faisait bien souffrir et saignait encore, mais elle n'était ni profonde ni dangereuse et ne me gênait pas beaucoup quand je me servais de mon bras. Puis, j'ai regardé autour de moi. Comme maintenant le navire m'appartenait, en quelque sorte, j'ai envisagé de le débarrasser de son dernier passager. Le mort, O'Brien. Il avait dégringolé, comme je l'ai dit, contre le bastingage, où il gisait comme une sorte de marionnette difforme, horrible, de taille humaine, certes, mais sans la couleur ni la grâce de la vie. Sa position me permettait de m'occuper de lui à sa guise. Vu que mes aventures tragiques avaient presque entièrement estompé la terreur que m'inspiraient les morts, je l'ai pris par la taille comme si c'était un sac de son, et, d'une bonne poussée, je l'ai expédié par-dessus bord. Il a plongé bruyamment. Le bonnet rouge est resté à la surface. Dès que les remous se sont calmés, j'ai pu le voir couché à côté d'Israël, ondulant comme lui avec l'agitation de l'eau. O'Brien, bien que jeune encore, était très chauve. Il était étendu là, cette tête chauve posée sur les genoux de l'homme qui l'avait tué, les poissons pressés zigzagant au-dessus des deux corps. J'étais maintenant seul à bord. La marée venait de changer. Le soleil était si près de se coucher que les ombres des pins de la rive ouest traversaient tout le mouillage et traçaient des motifs sur le pont. La brise du nord s'était levée. La colline aux deux sommets de la rive est nous en protégeait,
Pourtant le gréement commençait à chantonner doucement, et les voiles inertes à battre çà et là. J'ai compris que le navire était en danger. J'ai vite affalé les focs, les laissant tomber sur le pont. Mais la grand-voile était une affaire plus ardue. Bien sûr, quand la goélette s'était inclinée, la baume avait basculé par-dessus bord et son extrémité et un pied ou deux de voile trempaient même dans l'eau. J'ai pensé que cela augmenterait le danger. Pourtant, la tension de la toile était si forte que je craignais presque d'intervenir. J'ai fini par prendre mon couteau et par sectionner les drisses. Le haut de la voile est descendu aussitôt, et un grand bouillonnement de voile s'est mis à flotter mollement sur l'eau. J'avais beau tirer autant que je pouvais, je n'arrivais pas à ramener la voile. C'était tout ce que je pouvais accomplir. Pour le reste, l'Hispaniola devait s'en remettre à la chance, comme moi. Entre-temps, l'ombre avait envahi tout le mouillage. Je me souviens que les derniers rayons, traversant une trouée dans les bois, faisaient scintiller des joyaux sur le tapis de fleurs de l'épave. La fraîcheur gagnait. La marée refluait rapidement vers le large. La goélette reposait de plus en plus sur sa coque. J'ai rampé vers l'avant pour jeter un coup d'œil. La mer ne paraissait pas très profonde. Agrippant le câble coupé de l'ancre pour plus de sécurité, je me suis laissé glisser doucement à l'extérieur. L'eau n'atteignait pas ma taille, le sable était ferme et cannelé. J'ai marché avec entrain jusqu'à la rive, laissant l'Hispaniola sur le flanc, sa grand voile étalée à la surface de la crique. Vers ce moment, le soleil a disparu complètement. La brise sifflait dans le crépuscule parmi les pins qui se balançaient. Au moins, et enfin, je n'étais plus en mer. Je ne revenais pas non plus les mains vides. La goélette reposait là, débarrassée des flibustiers et attendant le moment où nos hommes monteraient à bord et la remettraient à flot. Je ne désirais rien tant que rentrer au fortin et me vanter de mes exploits. On me blâmerait peut-être un peu pour ma fugue, mais la reconquête de l'Hispaniola constituait une réponse décisive, et j'espérais que le capitaine Smollett lui-même reconnaîtrait que je n'avais pas perdu mon temps. Tout à ces pensées, et d'excellente humeur, je me suis mis en route pour rejoindre le fortin et mes compagnons. Je me souvenais que la plus orientale des rivières qui se jettent dans le mouillage du capitaine Kidd descendait de la colline aux 2 sommets sur ma gauche. Je me suis dirigé de ce côté, afin de franchir la rivière alors qu'elle était encore jeune. La forêt était assez clairsemée et, en suivant les contreforts les plus bas, j'ai vite contourné la colline et traversé le ruisseau avec de l'eau à mi-mollet. Cela m'a amené près de l'endroit où j'avais rencontré Ben Gunn, le marron, et je me suis mis à marcher avec circonspection, l'œil aux aguets. Le crépuscule était bien avancé, et quand j'ai débouché de la faille entre les 2 pics, j'ai eu l'impression d'apercevoir une lueur vacillante se détachant sur le ciel à l'endroit où, supposais-je, l'homme de l'île rôtissait son souper sur un feu ronflant. Je me demandais quand même comment il pouvait se montrer aussi imprudent, car si je pouvais voir cette lumière, ne risquait-elle pas d'arriver aux yeux de Silver lui-même dans son campement sur la rive au milieu des marécages? Peu à peu, la nuit est devenue plus noire. C'est tout juste, si je pouvais me diriger même sommairement vers ma destination, la double colline derrière moi et la longue vue à ma droite se fondaient dans l'obscurité, les étoiles étaient rares et ternes, et dans les basses terres où je progressais, il m'arrivait souvent de trébucher dans des fourrés et de rouler dans des trous de sable. Une sorte de clarté s'est soudain diffusée autour de moi. J'ai levé les yeux. Un pâle faisceau de rayons de lune caressait le sommet de la longue vue. Peu après, j'ai vu quelque chose de large et d'argenté se déplacer près du sol derrière les arbres, et j'ai su que la lune s'était levée. Avec son aide, j'ai pu achever rapidement mon voyage. Tantôt marchant, tantôt courant, poussé par l'impatience, je me suis approché du fortin. Pourtant, au moment de traverser le bosquet qui m'en séparait encore, j'ai retrouvé assez de bon sens pour ralentir et avancer avec une certaine prudence. J'aurais bien mal achevé mes aventures si mon propre camp m'avait abattu par erreur. La lune montait de plus en plus haut. Sa lumière commençait à tomber en flaques ici et là, à travers les parties les plus ouvertes du bois.
Juste devant moi, une lueur d'une couleur différente est apparue entre les arbres. Elle était rouge et chaude, et s'assombrissait par moments, comme s'il s'agissait des braises d'un feu de camp finissant. Sur ma vie, je n'arrivais pas à imaginer ce que cela pouvait être. Je suis enfin parvenu à l'enceinte. Le clair de lune baignait déjà son extrémité ouest. Le reste et le fortin lui-même reposaient encore dans une ombre noire, striée de longs pinceaux argentés. De l'autre côté de la maison, un feu immense s'était consumé. Ses braises projetaient des reflets rouges intenses qui contrastaient fortement avec la douce pâleur de la lune. Je ne voyais pas une âme. Je n'entendais pas un bruit en dehors du murmure de la brise. Je me suis arrêté, saisi par l'étonnement et peut-être un peu par la crainte. Cela n'avait jamais été notre habitude d'allumer de grands feux. En vérité, suivant les ordres du capitaine, nous nous montrions quelque peu avares en ce qui concerne le bois à brûler. Et je commençais à redouter que les choses aient pu mal tourner en mon absence. J'ai contourné l'enceinte jusqu'à sa partie orientale en restant bien dans l'ombre. À un endroit commode, là où l'obscurité était la plus profonde, j'ai franchi la palissade. Pour ajouter la sûreté à la sécurité, je me suis mis à quatre pattes et j'ai rampé sans un bruit jusqu'au coin de la maison. Alors que je m'en approchais, je me suis senti soudain grandement soulagé. Un bruit déplaisant, dont je me suis souvent plaint en d'autres circonstances, résonnait comme une musique, mes amis ronflant paisiblement en chœur dans leur sommeil. Le cri de la vigie en mer, ce beau « Tout va bien !» n'a jamais frappé mes oreilles de manière plus rassurante. Une chose était cependant indubitable. Il montait affreusement mal la garde. Si Silver et ses acolytes avaient rampé vers le fortin à ma place, pas une âme n'aurait vu le lever du jour. Voilà ce qui arrivait, ai-je pensé, quand le capitaine était blessé. Et une fois de plus, je me suis reproché vivement de les avoir abandonnés face au danger avec si peu de gens pour monter la garde. Entre-temps, j'avais atteint la porte et m'étais mis debout. Il faisait noir à l'extérieur, de sorte que je ne distinguais rien à l'œil. Quant au son, il y avait le bourdon régulier des ronfleurs et un petit bruit intermittent, un froissement ou un cliquetis que je ne pouvais en aucune façon m'expliquer. Je suis entré d'un pas rassuré, les bras en avant. J'allais m'étendre à ma place habituelle, ai-je pensé en riant silencieusement, et m'amuser de leur tête quand ils me trouveraient au matin. Mon pied a heurté quelque chose de mou, la jambe d'un dormeur. Il s'est retourné en grognant, mais sans se réveiller. Et puis, soudain, une voix suraiguë s'est élevée dans l'obscurité. Pièce de 8, 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 et ainsi de suite, sans pause ni changement, comme le cliquet d'un jouet mécanique. Capitaine Flint, le perroquet vert de Silver. C'était lui que j'avais entendu becqueter un bout d'écorce. C'était lui qui, montant la garde mieux qu'aucun être humain, annonçait mon arrivée par sa fastidieuse rengaine. Je n'avais pas le temps de me ressaisir. Au branle-bas vigoureux du perroquet, les dormeurs se sont réveillés et dressés d'un bond, et avec un formidable juron, la voix de Silver s'est écriée « Qui va là ?» Je me suis retourné pour fuir, me suis cogné violemment contre un homme, et reculé, et me suis précipité dans les bras d'un autre qui, lui, les a refermés et m'a maintenu solidement. « Apporte une torche, Dick !» a dit Silver quand ma capture a été ainsi assurée. L'un des hommes est sorti de la maison, puis est revenu en portant un brandon enflammé.